Léa Delhomme, je te laisserai te présenter en détail, Léa. Je vais rester très, très rapide là-dessus. Léa Delhomme, qui est donc interne en pédiatrie au CHU de Besançon et qui, dans le cadre d'un master 2, alors c'était recherche ou un master éthique? Un master éthique, a travaillé sur l'analyse de la mécanique décisionnelle dans les réunions de délibération collégiale. Je te passe la parole. L'idée, c'est que on ait une présentation des recherches et puis qu'on puisse prendre après 5-10 minutes de questions puis d'échanges avec vous si vous avez des remarques ou des questions à poser à Léa. Bonjour, donc, comme Armand l'a dit, je m'appelle Léa Delhomme, je suis interne en pédiatrie au CHU à Besançon. Cette année, j'ai fait une année recherche avec un master 2 d'éthique à Paris. Et durant cette année de recherche, j'ai fait mon travail sur l'analyse de la mécanique décisionnelle dans les réunions de délibération collégiale en pédiatrie à Besançon. Donc les objectifs de cette étude, pour l'objectif principal, c'était d'analyser la mécanique décisionnelle donc dans ces réunions, toujours en pédiatrie et toujours au CHU à Besançon. Et pour les objectifs secondaires, c'était de rechercher si la mécanique décisionnelle pouvait correspondre à un cadre théorique, et en particulier celui du philosophe Habermas, et d'identifier quels étaient les besoins en formation des équipes et si les participants étaient satisfaits de la délibération. Concernant la méthodologie, donc on a travaillé du 1er janvier, on a inclus 5 réunions, du 1er janvier au 27 avril 2018. C'était 5 réunions de délibération dans 2 services, à savoir qu'en pédiatrie à Besançon, il y en a 3 et qu'il y a un service où il n'y a pas eu du tout de réunion de délibération collégiale, c'était la médecine pédiatrique. Et du coup, les 2 autres services, c'était l'hématologie et oncologie pédiatrique et la réanimation infantile. On incluait toutes les réunions où le consultant était appelé au titre de la loi Claes-Leonetti, et on demandait la opposition de tous les participants à notre observation des réunions. On a observé les réunions selon l'observation participante, qui est définie par Platt comme une technique de recherche qualitative dans laquelle le sociologue observe une collectivité dont il fait lui-même partie. Alors ça, c'était une définition qui était vraiment réservée au départ à la sociologie et qui s'est ensuite transmise pour les activités, par exemple, médicales. Et Emerson, comme le chercheur, est une source de résultats. Ensuite, on a commencé par enregistrer. On a participé à 2 réunions qu'on n'a pas enregistrées. Et ensuite, en réfléchissant entre nous, on s'était dit qu'on serait beaucoup plus précis en les enregistrant. Donc, on a fini par enregistrer les 3 dernières réunions. Et on a réalisé 9 entretiens semi-dirigés après les 3 dernières réunions qu'on avait enregistrées. Les questions qui étaient posées lors de ces entretiens, c'était: comment a eu lieu la délibération selon vous? Que pensez-vous du fait que ce soit le médecin qui présente le patient? Vous êtes-vous senti à l'aise pour la délibération? Quels sont les points de la délibération à améliorer? Êtes-vous satisfait de la délibération? Avez-vous déjà reçu une formation pour participer aux réunions de délibération collégiale? Et souhaiteriez-vous une formation sur comment délibérer? On a analysé toutes les réponses à cet entretien selon la théorie ancrée, qui, selon Méliani, est définie comme un aller-retour constant et progressif entre les données recueillies sur le terrain et un processus de théorisation. Pour les 5 réunions de délibération collégiale pour lesquelles on a participé, on a réalisé un plan de table. Alors en vert, vous avez le personnel qui a parlé pendant cette réunion. Les carrés, ça correspond au personnel médical. Les ronds, au personnel paramédical. Et en rouge, c'est tous ceux qui n'ont pas participé à la réunion. Et le triangle, c'est l'observateur. On a fait une description assez précise de toutes ces réunions. On a regardé le nombre et la fonction de chaque participant, l'installation des participants autour de la table, comment ils arrivaient, etc. La présentation du patient, l'objet de la réunion, le climat de la réunion. On a regardé toutes les prises de parole et les interruptions et les départs. Concernant les résultats, alors on a essayé de mettre en évidence pas mal de choses. On a vu que les fonctions représentées lors de ces réunions, le personnel médical était toujours présent dans toutes les réunions. Le personnel paramédical, alors on a été surpris. Il y a une réunion où il n'y avait aucun personnel paramédical. L'infirmière n'avait pas été prévenue de cette réunion. Les représentants des sciences humaines étaient très peu représentés. On a eu sur 2 réunions sur 5 un psychologue. Sinon, dans toutes les autres, il n'y en avait pas. Jamais d'assistante sociale, jamais de kinésithérapeute. Le nombre de participants présents dans les réunions. Alors dans le service 2, il y avait toujours plus de membres du personnel paramédical. Et dans la réunion en particulier numéro 3, il y avait 6 fois plus de paramédicaux que de médecins. C'est-à-dire qu'il y avait 12 infirmières et 2 médecins. Ensuite, la répartition de la parole dans les réunions. Alors globalement, on s'est rendu compte que les médecins parlaient toujours 7 fois plus que le personnel paramédical.
à part dans la réunion numéro 3, qui était finalement une réunion un petit peu particulière, puisque cette réunion était à la demande du personnel paramédical. Et en fait, elle voulait parler d'une situation, il n'y avait pas vraiment de questions posées, elle voulait vraiment parler d'une situation en particulier. Et en fait, dans la réunion numéro 3, qui est donc la réunion où il y avait 6 fois plus de personnel paramédical que médicaux, les médecins ont quand même parlé autant que les infirmières, alors qu'elles étaient 6 fois moins. La prise de parole dans les réunions qu'on a pu analyser, on s'est rendu compte que dans la réunion numéro 4, 75% des participants s'exprimaient. En fait, c'est la réunion où il y avait le moins de personnes présentes. Et puis le climat des réunions, on s'est rendu compte que dans toutes les réunions, il y avait des plaisanteries qui étaient faites systématiquement dans les 5, des manquements avoués, c'est-à-dire que dans chacune des réunions, il y avait un élément médical ou paramédical d'ailleurs, qui était avoué comme quelque chose qui n'avait pas été fait ou mal fait, et que ça n'avait jamais été dit avant pour une autre raison. Et que l'ambiance de toutes les réunions de délibération collégiale était plutôt bonne. Ensuite, on a regardé pour les résultats thématiques des entretiens, pour l'organisation des réunions. Alors ça, dans la colonne de gauche, c'est tout ce qui est ressorti comme grand thème. Et dans la colonne de droite, j'ai mis toutes les phrases et tous les verbatims qu'on a pu retrouver et qui illustrent assez bien ce qu'on a retrouvé comme grand thème. L'importance de la présence du personnel paramédical. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans une réunion, il y avait une infirmière qui n'était pas présente. La taille idéale du groupe, la réunion numéro 4, c'était là où il y avait le moins de participants et c'est là où la prise de parole a été le plus de fois exprimée. La présentation médicale de l'enfant, alors ça c'est quelque chose qui est ressorti un petit peu, alors pas tout à fait de la même façon entre le personnel médical et paramédical, c'est-à-dire que les membres du personnel médical voyaient un intérêt à ce que l'enfant soit présenté de manière conjointe avec les infirmières et les médecins, et les infirmières ne trouvaient pas forcément d'intérêt à le faire. Il n'y avait pas de frein lié au langage. Alors ça, c'est qu'en fait, les personnes disaient les termes employés sont médicaux, mais moi, si je ne comprends pas quelque chose et que ça me bloque, je demande. Ça nous a surpris, puisque dans aucune des réunions, jamais personne ne nous a demandé de réexpliquer un terme médical. L'importance du tour de table, ça a été défini spontanément par un des participants qui disait qu'il y avait une réunion qui avait été mieux que d'habitude, puisqu'en fait, à la fin de la réunion, le consultant a demandé si tout le monde autour de la table était d'accord, ce qui n'était pas fait habituellement. Et là, tout le monde s'est dit c'est super, parce que finalement, on nous a tous demandé notre avis et on a pu clairement répondre, et tout le monde avait répondu qu'il était d'accord. La transmission de l'information, ça c'est ressorti pour les réunions du service numéro 2. En fait, les personnes disent qu'elles participent à ces réunions parce que si elles n'y vont pas, elles n'ont jamais le compte-rendu de cette réunion et qu'il y a des informations qui se perdent si elles n'y participent pas. Et le lieu de la réunion, en fait, c'est ressorti pareil pour le service numéro 2, en disant que ce qui comptait pour les personnes, c'était que le lieu soit tout proche du service pour qu'elles puissent continuer à quand même faire leurs soins et répondre aux sonnettes pendant qu'elles participaient à cette réunion. Le travail en équipe, c'est un autre grand thème qui est ressorti de notre travail, c'est-à-dire la pluridisciplinarité. En fait, tous les membres étaient très satisfaits qu'il y ait plusieurs plusieurs fonctions représentées au sein des réunions. Et puis, on a été un peu surpris puisque la pluridisciplinarité, c'est ressorti un peu comme on prend des petits conseils apportés par tout le monde, d'où la pluridisciplinarité. C'est-à-dire que les personnes les médecins qui étaient présents à ces réunions, en fait, finalement, étaient contents d'avoir les avis de chacun et que c'était ça qui comptait pour eux. La culture de service, c'est que, en fait, ça, c'est ce qu'on avait défini comme ce qui se passe de manière habituelle dans le service. C'est-à-dire, est-ce que ce qui se passe dans le service, ça se ressent dans les réunions de délibération collégiale. Et en fait, pour tous ceux qui ont abordé ce thème, ils ont dit ce n'est pas différent de ce qui se passe dans le service, on fait pareil. Concernant la hiérarchie, c'est un autre thème qui est ressorti et qui était très important. Alors, il y a 2 personnes sur 9 qui ont répondu qu'il n'y avait pas de hiérarchie. Quand on vient discuter comme ça avec le médecin du service, on est écouté même quand ce n'est pas une situation complexe. Et par contre, pour 7 personnes qu'on a interrogées sur les 9, on nous a répondu il y a quand même une question de hiérarchie, de respect du médecin. Je ne sais pas, un truc comme ça. Ce sont mes valeurs à moi, ce respect du médecin. Ces réunions me bloquent parce qu'il y a toujours plus de médecins que de personnel paramédical. Je dis ça en fait parce que vous, les médecins, vous êtes plus imposants, vous parlez plus et vos arguments prennent le dessus. Alors j'ai mis cette phrase parce qu'en fait, ce qui est original, c'est que quand la personne qui a répondu ça, je lui ai demandé de recompter le nombre de médecins et le nombre d'infirmières qu'il y avait à cette réunion. Elle a dit que les médecins étaient toujours plus nombreux et en fait, on était beaucoup moins que les membres du personnel paramédical.
Concernant la formation, il y a 2 personnes sur 9 qui nous ont répondu qu'elles n'avaient pas du tout envie d'avoir une formation, en nous disant « j'ai peur que si l'on me forme, on me formate. Discuter, c'est naturel, on ne peut pas apprendre à discuter. Si on nous forme, on perd de la liberté, il faut être spontané et authentique ». Alors que pour 7 autres participants, ils nous ont répondu « oui, je suis très intéressée parce qu'on y participe quand même assez souvent et je pense que ça peut nous aider à parler plus facilement et à prendre la parole. On pourrait se sentir plus utile et je suis sûre qu'on pourrait apporter plein de choses ». Il y avait une question qu'on posait à la fin, c'est si les participants étaient satisfaits de la délibération, et l'intégralité des participants étaient satisfaits. Alors concernant les limites de cette étude, on avait un faible nombre d'inclusions. Alors ça, c'était particulièrement lié au temps restreint que j'avais pour faire mon étude, qui était de 6 mois à peu près en lien avec le Master 2. J'avais pas de réunion de délibération collégiale dans tous les services, comme je vous ai dit. Il y a un service où on n'en a pas eu du tout. Ma période d'inclusion était trop courte, ça je l'ai déjà dit. J'ai pas eu d'entretien pour toutes les réunions parce que c'est quelque chose qu'on a discuté en cours d'études. Donc il y a 2 réunions, les 2 premières pour lesquelles j'ai pas d'entretien. Ensuite, ce qui m'a posé un peu question, c'est le lien de nature hiérarchique entre le chercheur et l'équipe, c'est-à-dire entre moi et l'équipe. C'était une équipe, moi je suis interne de pédiatrie, donc c'est une équipe dans laquelle je travaille de manière habituelle. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal au début à me détacher de ce lien. Ça m'a empêché de pouvoir dire quelques choses et quelques remarques sur les réunions parce que j'avais l'impression que j'avais pas le droit, comme j'étais interne dans ce service, et que finalement j'avais du mal à distinguer ma position d'interne et de chercheur. Et puis il a fallu que je fasse fi des représentations du fait justement que je connaissais le fonctionnement du service et des équipes, mais ça c'était mes idées à moi, et il fallait vraiment que j'arrive à distinguer les idées que j'avais moi du fonctionnement du service et ce qui s'y passait vraiment. Les points forts de l'étude, c'est que les participants ont accepté que j'enregistre les réunions, alors que pour une étude précédente, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, ça avait été refusé de manière catégorique. Qu'au départ, on avait calculé le nombre de réunions à 4, on a réussi à en faire 5, donc on était assez contents. Et puis que finalement, mon observation était... Alors à la fois, c'était une limite et à la fois, c'était un point fort, c'est-à-dire que comme je connaissais bien le service et bien le fonctionnement des équipes et tous les membres qui y participaient, finalement, j'avais peut-être des éléments un peu plus précis que j'aurais pas pu voir si j'avais pas connu les équipes. Donc, cette étude nous a permis de soulever des questions. Alors ça, toutes les diapos suivantes n'ont absolument pas vertu d'y répondre. C'était vraiment des ouvertures et des questions qui se sont posées de réflexion en fait pour ce travail. Alors l'objet des réunions, finalement, on s'est rendu compte, comme je vous avais dit, par rapport à la réunion numéro 3, qui était plus une réunion demandée qui était à la demande des infirmières. C'était une réunion un peu groupe de parole. Alors on s'est vraiment posé la question des fonctions des réunions de délibération collégiale. Est-ce qu'elles n'ont pas une autre vertu que la seule recherche du consensus pour l'enfant ? Au niveau de la pluridisciplinarité, aussi on s'est rendu compte que dans toutes les recommandations, que ce soit alors il y a des recommandations précises en pédiatrie, de Robin Kremer en particulier, où il est dit qu'il est fortement recommandé qu'il y ait le plus de monde à ces réunions. Sauf qu'en fait, en pratique, dans l'urgence, prévenir tout le monde, trouver une salle adaptée, etc., ça va être très compliqué. Donc même si on reconnaît l'utilité de la pluridisciplinarité et qu'on voudrait vraiment arriver à le faire en termes d'organisation pure et dure, c'est très difficile. La culture de service, ça c'est vraiment un point pareil qui nous a apporté une réflexion, c'est-à-dire que dans le service numéro 1, il y avait beaucoup plus d'habitude de délibérer. On s'est rendu compte qu'ils se nourrissaient vraiment de toutes les expériences précédentes pour mener la réflexion de toutes les réunions qui suivaient, et qu'il y avait des sous-groupes et des discussions parallèles. Et ça, c'était quelque chose qui était aussi remarqué dans les services de manière habituelle. La hiérarchie, moi, j'ai été très surprise. J'étais partie avec une idée reçue, c'est-à-dire que je m'étais dit que les membres du personnel paramédical allaient dire qu'en fait, c'était lié au langage et que c'était parce qu'on utilisait des mots qu'elles n'allaient pas comprendre, etc., qu'elles participaient moins. Mais en fait, elles participent moins, alors c'est ce qu'elles nous ont dit, non pas parce qu'elles ne comprenaient pas ce qu'on disait, parce qu'elles ont dit qu'elles pouvaient nous interrompre pour nous demander, mais plus parce que le médecin est médecin et qu'elles sont infirmières et que c'est une question de statut. Et ensuite, je me suis posé la question de savoir, mais finalement, pourquoi on cherche à savoir si les gens sont satisfaits pourquoi ils sont satisfaits. En fait, c'est parce que dans la recherche bibliographique, j'ai pu constater que la cohésion d'équipe, c'était un critère de qualité de vie au travail, et que le travail interdisciplinaire protégeait du burn-out. Et ça, c'était vraiment l'ouverture de mon travail, parce que j'ai trouvé que je ne m'attendais pas du tout
à trouver ça avant. C'était quelque chose que j'avais pas du tout réfléchi et c'est une ouverture qui m'intéresse plutôt pour la suite. Et ensuite, le dernier objectif de notre étude, c'était quand même de comparer cette mécanique décisionnelle et l'éthique de la discussion du philosophe Habermas. Alors, je ne vais pas rentrer forcément dans tous les détails, mais Habermas définit, lui, une procédure pour que la décision soit éthique d'un point de vue moral. Moi, j'ai donc essayé de regarder si dans toutes mes réunions, il y avait des choses qui pouvaient correspondre à cette éthique de la discussion, si oui ou si non. Concernant les êtres rationnels, c'était plutôt quelque chose qui était respecté dans nos réunions collégiales. Pour les principes U et D, le principe U, c'est le principe d'universalisation. Toute norme valable doit satisfaire la condition selon laquelle les conséquences et les effets secondaires qui proviennent du fait que la norme a été universellement observée. Alors ça, en pédiatrie particulièrement, alors parce que je parle de ce que je connais, ça paraît difficilement respectable et respecté dans nos réunions, puisque particulièrement en néonatologie, l'incertitude est très grande, qu'on n'a jamais 2 enfants qui évoluent de la même façon et qu'on est incapable de dire avec une situation clinique comment les choses vont évoluer de manière certaine, et que chaque situation est singulière et unique. Concernant le principe de discussion, seuls peuvent être prétendre à la validité les normes qui pourraient trouver l'accord de tous les concernés en tant qu'ils participent à une discussion pratique. Ça, dans nos réunions de délibération collégiale, dans les 5, toutes les personnes étaient d'accord à la fin de la réunion. Concernant les présuppositions idéalisantes, il y en a 3. Pour la règle numéro 1, c'est tout sujet capable peut participer à la discussion, nul n'en étant a priori exclu. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Au niveau de l'organisation, c'est pas possible. On n'a pas réussi à le faire puisqu'il y a une réunion où il n'y avait pas d'infirmière et toutes les réunions, il manquait des gens des sciences humaines. Concernant la règle numéro 2, tous les interlocuteurs peuvent également faire valoir, exprimer ou examiner toute information. Alors ça, je le remets un petit peu aussi en question puisque je ne suis pas sûre que tout le monde dans une réunion collégiale puisse discuter des arguments médicaux en ayant connaissance de tout ce qui, en ayant la connaissance pour discuter suffisamment. Et puis la règle numéro 3, c'est aucune autorité ou pression ne peut suspendre l'application des règles précédentes. Et pareil, ça s'est vraiment mis en question par cette histoire de hiérarchie à la fois entre le personnel médical et paramédical, mais aussi entre le personnel médical. Donc en fait, la grande ouverture de ce sujet de recherche, c'était de savoir si, parce qu'on ne respectait pas, ou en partie, la procédure de ce philosophe francfortois, est-ce que notre décision était quand même éthique? Alors c'est pareil, je n'ai pas de réponse à cette question, c'est un peu la suite de ce travail. Et finalement, on s'est rendu compte que les conditions idéales de l'agir communicationnel versus cette réalité médicale, c'était vraiment un grand fossé et que c'était encore à travailler et à réfléchir. Donc en conclusion, les réunions de délibération collégiale, c'est une obligation légale. C'est un outil qui a été créé par l'homme pour répondre à la complexité des situations que lui-même a contribué à conduire. Que la mécanique décisionnelle, on a vu à quel point c'était important et qu'il s'agissait d'essayer d'avoir une formation sur cette mécanique décisionnelle dans les réunions pour que les participants soient satisfaits et qu'il y ait une qualité de vie au travail, et aussi pour les patients, puisque c'est un acte de soin pensé par les équipes dans une visée du soin mutuel pour tous les patients, et que finalement les conditions idéales que doivent réunir ces réunions, ce n'est pas que les recommandations, que le cadre légal ou que Habermas, mais c'est un savant mélange de ces 3 choses pour faire au mieux pour nos patients. Voilà. Merci Léa. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation? Moi, j'ai un point que j'ai trouvé très intéressant, au-delà de la critique au niveau des présuppositions idéalisantes chez Habermas, qui est la critique fondamentale qu'on fait et à Habermas et qu'on peut faire aussi sur les procédures collégiales. Je ne sais d'ailleurs pas trop pourquoi on travaille encore sur Habermas. Mais il y a un point intéressant, c'est sur le décalage que tu as noté entre les exigences un peu normatives qu'on attribue à la procédure collégiale dans le soin, c'est-à-dire arriver à avoir un consensus autour du patient, et les attentes qui sont celles des professionnels quand ils participent à ces réunions, qui sont finalement des espèces d'espaces dans lesquels toute la communication qui ne se déroule pas dans le service peut se dérouler, parce que c'est le seul endroit, quelque part, où on peut dire ce qui a été mal fait, où on peut vraiment discuter, on peut prendre le temps de l'échange. Donc ça met aussi, c'est bien, je trouve aussi en évidence tout le problème qui est autour de la culture de la communication un peu dans le système de santé qu'on peut trouver. Ça, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense que si je devais refaire une partie de mon travail, on pourrait poser les questions avant aux participants de pourquoi ils viennent et qu'est-ce qu'ils attendent de cette réunion. Ça, c'est quelque chose qu'on avait discuté quand j'avais présenté aussi ici cette présentation. Ce serait intéressant de demander effectivement qu'est-ce qu'ils attendent vraiment de cette réunion et pourquoi ils viennent. Et je pense qu'on serait assez surpris des réponses. Est-ce que vous avez des questions dans la salle?
ou des remarques ou... Élise? Oui, alors la piste principale, c'était le fameux tour de table. En fait, Robin Kremer a fait une étude en pédiatrie et lui, il a créé un plan, en fait, vraiment un plan très précis de comment devrait se dérouler une réunion de délibération collégiale. Et en fait, dans ce plan, il inclut 4 tours de table où en fait, on prend le temps de demander à chacun des participants s'il est d'accord, quel est son avis sur la question. Et en fait, la question posée à chaque tour de table est différente et ça permet de recueillir à la fois l'accord ou le désaccord de tous les participants, mais aussi leur avis sur la question. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas si difficile à mettre en place, mais ceci dit, ça engage tous ceux qui participent à vouloir participer, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les réunions. Donc je pense que ça, ce serait une piste assez intéressante, le tour de table, et je pense que ça permettrait aux gens qui n'osent pas prendre la parole de manière spontanée de le faire si on leur demandait de le faire. Et je me permets de rebondir, il y a aussi peut-être un aspect qui joue, c'est même carrément la reconnaissance de la pluridisciplinarité et de sa légitimité dans la réflexion éthique des fois. On avait fait une journée en 2016, une journée d'études de la boîte philo sur la complexité de la décision médicale, et on avait eu une communication de un médecin qui avait travaillé en pédiatrie justement sur ces procédures et sur les déterminants non médicaux de la décision, et qui montrait que finalement, quand est-ce qu'on recourait à ces déterminants non médicaux, c'est-à-dire toutes les informations qui venaient des professionnels paramédicaux, et ben c'était uniquement quand on arrivait au bout de ce que les médecins pouvaient proposer. Donc il y avait quand même cette hiérarchie, cette prépondérance qu'on donnait aux critères médicaux. Donc ça joue aussi, même sur le fond, il y a un vrai problème au niveau de la reconnaissance de la pluridisciplinarité, pas seulement sociale, mais même dans la façon dont elle peut venir structurer une décision médicale. Moi, je voudrais savoir si le patient est un adulte et s'il est en état de s'exprimer, est-ce qu'il est informé de cette réunion et des suites de la réunion? Dans mon travail? Ou de manière générale? D'une manière générale, puisque vous intervenez en pédiatrie, donc oui. Là, j'imagine que ce sont les parents. Oui, voilà, c'est ce que j'allais... normalement, dans le monde de l'adulte, oui, les réunions de délibération collégiale sont faites quand le patient est hors d'état de s'exprimer. Donc... D'accord. Donc le problème, comment? Alors normalement, oui, on essaye de toujours transmettre à la famille. On transmet toujours à la famille le compte-rendu ou la décision ou l'idée qui est ressortie de la réunion. C'est toujours transmis à la famille, oui. Et on essaye dans le maximum, enfin dans la plupart des cas, et ça dans la plupart des cas c'est lié à l'urgence de la situation souvent, dans la plupart des cas on a recueilli l'avis de la famille et des parents avant la réunion. On essaye. Là, dans l'exemple, pour les 5 réunions, il y a les 2 premières où l'avis de la famille n'avait pas été recueilli avant, lié à l'urgence de la situation. Voilà. Et par contre, si quand on transmet l'information et que les parents ne sont pas d'accord avec, on refait, en ayant l'information des parents. Bon, Thomas.
C'est pas facile comme question. En tout cas, nous, en pédiatrie, alors c'est pareil, hein, en réanimation infantile, la plupart des réunions qu'on fait, c'est pour les grands prémas. Donc, ce que veut l'enfant, ça, on ne le sait pas. Et finalement, en urgence, je ne sais pas, mais c'est globalement en réanimation, nous, c'est tout le temps en urgence. On n'a pas vraiment le temps de faire les choses autrement. Et j'ai l'impression surtout que parfois, quand c'est trop en urgence, on ne décide pas. Il y a plein de réunions où on ne décide pas et où on se dit, en fait, il nous manque ça comme élément pour... et on peut se réunir le lendemain ou très peu de temps après, mais moins dans l'urgence. Donc effectivement, je pense qu'en urgence, la réunion, elle est toujours un peu limitée par ce qui peut nous manquer pour réfléchir. Merci Cécile. Alors, qu'est-ce qu'une urgence ? Est-ce que la réflexion éthique peut relever de l'urgence ? Ça renvoie à la nécessité d'essayer d'anticiper au mieux tout ce qui peut l'être. Lorsque cela ne le peut vraiment pas et que l'urgence est vitale, le principe en éthique, c'est de préserver la vie, mais de ne pas différer trop longtemps la réflexion éthique pour pouvoir éventuellement revenir sur une décision qui a pu être prise. Chez vous, en réanimation néonatale, par exemple, c'est tout le principe de la réanimation dite d'attente, hein, où on peut, à tiède, revenir sur une décision qui a été prise dans un contexte où réfléchir était nuire au maintien de la vie. Et puis, nous allons travailler, entre autres, avec d'autres équipes, à Reims, etc., sur des situations où, effectivement, une prise de décision en urgence peut entraîner une catastrophe. Hein, c'est tout ce travail sur lequel on va être amené à réfléchir sur la place de la neurochirurgie dans des accidents vasculaires dits malins, où le fait de trépaner quelqu'un va lui sauver la vie, mais quelle vie, puisqu'il va être extrêmement handicapé à vie, et que, in fine, on peut générer une contrainte de vivre ce que quelqu'un n'aurait pas souhaité vivre. Donc il nous revient aussi de réfléchir sur ces questions de comment, à minima, même dans une situation d'urgence vitale, pouvons-nous essayer d'avoir un dialogue avec d'autres personnes. On n'est jamais seul dans une urgence vitale, qui pourraient nous amener à éviter de générer des situations impensables derrière. Nous n'avons pas les réponses, hein, c'est un des enjeux de la recherche précisément. Une dernière question tout au-dessus. Mais du coup, Thomas, tu pourrais regarder. Alors, j'ai plus son nom parce que j'ai pas reçu le mémoire, mais une de tes collègues sur le DU éthique et vulnérabilité qui a fait son mémoire sur cette question-là, justement. Merci pour votre présentation. J'ai une question qui concerne la cohésion d'équipe, qui peut avoir un aspect très positif quand l'équipe est très soudée sur des valeurs éthiques profondes, mais peut-être ambiguë dans des situations. D'ailleurs, on vous a reproché que votre position de chercheur peut être un peu tronquée éventuellement parce que vous étiez vous-même professionnel dans l'équipe. D'où est-ce que vous avez vous-même dans ces contextes-là fait appel justement à un médecin extérieur dans ces contextes de décision éthique qui peut être préconisé lors des procédures collégiales? Alors oui, dans toutes les réunions, il y a le consultant qui est un médecin extérieur aux deux équipes. Oui, et elle est là systématiquement à toutes les réunions de délibération collégiale. Donc là, elle fait vraiment partie de l'organisation même des réunions, dans tous les services de pédiatrie. J'ai répondu à la question ? Oui, je prends. Merci. Alors, je vous propose qu'on passe à la présentation suivante. Alors, à ma droite, on change un petit peu de sujet. On n'est plus sur les pratiques au regard de l'éthique. On va plutôt interroger la place que peut avoir l'éthique ou la place qu'on peut encore lui laisser par rapport à d'autres registres de normativité, en l'occurrence
une normativité un peu plus économique, avec Christelle Pernet. Alors Christelle Pernet, vous êtes cadre à l'hôpital de la Haute-Côte d'Or, vous sortez fraîchement de l'école de cadre d'ailleurs, et vous avez consacré votre mémoire de travail, qui est aussi un mémoire de master du coup, c'est ça, à la question: l'hôpital public est-il une entreprise comme une autre? Je vous laisse la parole. Alors déjà, bonjour à tous et à toutes. Je tiens tout d'abord à adresser mes remerciements à Monsieur Dirand pour son invitation. Je suis donc parmi vous pour partager les résultats de mon travail que j'ai effectué au cours de mon année de formation à l'Institut de formation des cadres de santé de Dijon, que j'ai terminé donc en juin de cette année. Le titre de mon mémoire était « L'hôpital public, une entreprise comme les autres ». Je tiens à dire que sans le soutien de mon directeur de mémoire, M. Hervé Marchal, sociologue, enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, ce travail n'aurait pas pu aboutir de cette manière. Je vais recontextualiser. Donc, l'État français doit faire face à un déficit public d'environ 2,6% de son produit intérieur brut pour l'année 2017. Ce résultat n'est pas sans conséquence sur les dépenses que l'État engage pour le fonctionnement de ses divers services. L'hôpital public en fait bien évidemment partie via le projet de loi de financement de la sécurité sociale et tout particulièrement l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Pour rappel, le niveau des dépenses pour les établissements de santé pour 2018 s'élève à 80,7 milliards d'euros. Cette maîtrise des dépenses a un impact certain sur les budgets des hôpitaux publics français. D'ailleurs, le président de la Fédération hospitalière de France a alerté le gouvernement sur la situation le 18 décembre 2017 en donnant les chiffres du déficit des hôpitaux compris entre 1,2 et 1,5 milliard d'euros. Donc ce constat, nous pouvons tous en faire le bilan dans nos différents établissements. Pour ma part, j'ai pu en prendre la mesure au sein de mon établissement qui a dû engager un plan de retour à l'équilibre lié à un déficit d'environ 5 millions d'euros, avec des répercussions directes pour l'ensemble des services, qu'ils soient de fonction support, de soins ou bien administratifs. Alors, de nombreuses incompréhensions ont émergé de la part des acteurs de terrain et notamment des soignants, les agents adressant toutes leurs inquiétudes au premier maillon de l'encadrement. J'ai donc dû faire face au questionnement des agents tout en ayant moi-même mes propres interrogations. Comment allait-on pouvoir maintenir un niveau de qualité et de sécurité suffisant pour pouvoir prendre en charge dignement les patients accueillis? Allait-il y avoir dans le quotidien des services de soins une influence directe d'une logique financière sur la logique de soins? Après ces quelques questions, j'ai pu affiner mon objet de recherche par une question de départ qui était: en quoi la logique financière, en lien avec les lois de finances des hôpitaux, s'oppose-t-elle aux valeurs humanistes des soignants? J'ai pu, dans un deuxième temps, grâce à des lectures et aux rencontres avec mon directeur de mémoire, axer ma recherche autour de ma question: en quoi une logique de rentabilité peut-elle faire sens ou non dans la relation de soins? Pour cela, j'ai développé deux concepts que sont l'hôpital-entreprise au travers de l'hôpital public, l'efficience et la rentabilité, la relation de soins au travers de la relation de soins avec des définitions, le care et le cure, et la notion de temporalité. Dans un deuxième temps, l'éthique dans la relation de soins, et un troisième temps sur la question du sens. Pour ce travail de recherche, je me suis également appuyée sur trois hypothèses. Une première hypothèse, c'est que dans la relation de soins, une catégorie de soignants tente de résister grâce à leurs valeurs humanistes à la logique de rentabilité. La deuxième hypothèse, dans la relation de soins, une autre catégorie de soignants s'accommode de la logique de rentabilité. Et la troisième hypothèse, dans la relation de soins, une dernière catégorie tire parti de la logique de rentabilité. Donc pour permettre d'éprouver ces hypothèses, une enquête via des entretiens compréhensifs semi-directifs ont été réalisés auprès d'un échantillon infirmier. Et l'unité de soins choisie pour cette enquête était composée de deux types d'activités. Une partie ambulatoire qui répond tout à fait à une logique de rentabilité et une partie médecine gériatrique à orientation diabétologie, hépatogastro-entérologie, avec aussi des prises en charge palliatives qui répondent plus aux critères de relation de soins. L'analyse des entretiens
me fait dire que l'échantillon d'infirmiers interrogés ne semble pas adhérer au concept d'hôpital-entreprise. La logique de rentabilité leur évoque une déshumanisation des services de soins. Elle renvoie également à une augmentation de l'activité avec une surcharge physique, ainsi qu'une moindre qualité des soins liée à la contrainte du temps restreint. Dans le temps restreint, j'inclus le temps d'hospitalisation et le temps accordé à chaque patient. Cependant, je remarque une forme d'adaptation de la part des soignants. Ils savent que malgré la charge de travail importante, ils peuvent, dans certaines situations particulières, ajuster leur prise en charge pour rester en accord avec leurs valeurs telles que le respect, l'empathie et l'écoute. Ils ont appris à faire varier un curseur sur la ligne du continuum des soins entre le soin protocolisé, relevant la plupart du temps du rôle prescrit et donc valorisé par la T2A, et le soin approprié, relevant plus de leur rôle propre. La relation de soins a à leurs yeux une importance primordiale car elle est au cœur de leur activité et reflète leurs exigences en matière de personnalisation et d'humanisation des soins, ce qui fait également sens dans leur activité au quotidien. Donc pour conclure, le contexte général qui instaure un climat d'austérité économique n'amène pas de discours rassurants sur l'avenir pour le moment. Quid de la piste sur la pertinence des soins vis-à-vis de la T2A ? Il faut pourtant pouvoir assurer, sur le concept d'égalité des droits, un accès aux soins pour tous malgré les difficultés financières. Pour répondre à ma question de recherche, je dois avouer que pour les professionnels rencontrés, ce qui fait sens, c'est aussi la reconnaissance que peuvent avoir les patients, les familles, la hiérarchie, dans leur travail au quotidien, leur implication. Je souhaite donc à ce titre citer Marie-Christine Valéjo qui nous rappelle « Ces petites choses, comme ils nous disent, on les dit petites car elles ne sont non visibles, non mesurables. On parle de choses car elles ne sont pas nommées, elles ne sont pas prescrites. C'est un geste, une parole, un silence, un sourire, une présence, ce qui permet aux patients de se sentir propre, de se sentir vivant, de se reconnaître, de garder confiance. Il me paraît aussi essentiel de pouvoir s'appuyer sur nos valeurs pour rester authentique et sincère au-delà de cette logique financière qui étouffe nos services de soins. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Christelle. Même principe, est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans la salle? Cécile en haut. Elle s'appelle Cécile aussi, on a 2 Cécile dans la salle aujourd'hui. Merci, j'ai trouvé intéressante votre manière de tenter de qualifier la relation de soins en fonction du fonctionnement du service, enfin comment se positionnent les soignants par rapport à ça. En revanche, j'ai l'impression que c'est un peu trop tranché, c'est-à-dire que dans la vie du soignant, voilà, il y a des périodes où on peut avoir des motifs divers, des situations personnelles diverses qui font qu'on peut basculer facilement d'une manière de voir la relation à l'autre. Et du coup, voilà, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a des catégories de soignants qui fonctionnent comme cela et d'autres d'une autre manière, ou est-ce que c'est plus complexe ? Effectivement, oui, c'est plus complexe que cela. Et c'est vrai que du coup, dans la finalité de mon travail, ça a été compliqué de répondre à ma question, puisque c'est vrai que les soignants s'ajustent aussi et ne sont pas aussi catégorisés que cela. Ça répond à votre question? Moi, j'ai une question un petit peu basique à laquelle que je me pose régulièrement, c'est qu'est-ce qu'un hôpital qui gagne de l'argent? Alors là, j'ai pas vraiment de réponse, mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, moi, ce que j'ai ressenti, c'est surtout que l'État cherche à faire basculer finalement les dépenses sur le dos des hôpitaux publics. Et à mon sens, à les faire peut-être aussi un peu culpabiliser dans le niveau des dépenses. Oui, mais fondamentalement, hôpital public ou... Alors je ne parle pas du privé qui valorise leur action en donnant des royalties à des actionnaires, en sachant qu'il n'est pas anormal de gagner de l'argent en faisant de la médecine.
quand même un parallèle important. Mais l'hôpital public en lui-même, il est financé par les ressources publiques. Donc plus un hôpital a d'activité, c'est le problème de la T2A, plus un hôpital aura de l'activité, plus il va générer de dépenses et de rentrées. Mais l'adéquation entre les deux, vous savez bien que la T2A est faite en décalage complet avec la réalité du coût du soin. Puisque, en gros, T2A, sur un séjour T2A, la T2A vous finance 50% du séjour hospitalier. Le reste, qui finance? Peut-être l'assurantiel obligatoire. Et ça, je pense que dans la démocratie sanitaire, c'est pas une bonne piste en éthique. Je pense qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là, de surveillance à ce niveau-là. Moi, j'ai une question, en attendant que d'autres éventuellement prennent la parole. Il y a un aspect que vous n'évoquez pas dans votre... Ce qui n'est pas une critique du tout, c'est juste pour voir comment on pourrait prolonger la réflexion. Sur les contraintes économiques ou les logiques un peu économiques en santé, on avait reçu l'année dernière, dans le cadre de nos cycles de conférences débats sur la transgression, le directeur adjoint de l'ARS, Olivier Obrecht, et on lui avait demandé d'intervenir à partir de cette idée que les politiques économiques en santé pouvaient se comporter de façon un peu transgressive vis-à-vis des valeurs de l'éthique. Quel postulat que vous avez suivi dans votre travail. Et lui, il nous avait fait une réponse qui allait en sens inverse en nous disant, on peut le voir comme ça, mais de notre point de vue, alors c'est le point de vue ARS, hein, de notre point de vue, les contraintes qu'on fait peser sur les hôpitaux, elles sont là pour permettre de faire valoir un certain nombre de valeurs fondamentales qui sont liées à un principe de solidarité à l'assurance maladie, donc, et notamment un principe d'équité et de répartition la plus juste possible des ressources. Est-ce que c'est une dimension que vous avez exclu délibérément, que vous avez essayé d'intégrer, le fait que ces contraintes qu'on fait peser sur les hôpitaux, elles peuvent répondre éventuellement à d'autres logiques éthiques? Alors à ce niveau-là, j'ai pas vraiment de... Oui, je l'ai sans doute exclu de mon travail, dans le sens où effectivement, moi ce qui m'intéressait surtout d'interroger, c'était justement cet aspect économique au vu de la relation de soins. Donc voilà. Une question. Bonjour, donc moi je me présente, je suis Ahmed, je suis en fin d'études, je vais être infirmier bientôt. Donc j'ai pu voir différents services hospitaliers. Donc pour faire une remarque, j'ai l'impression qu'on passe d'un extrême à un autre. Un extrême où justement on ne faisait pas du tout attention aux dépenses, à un autre extrême où on est vraiment on est justement au point où ça devient délétère pour le patient, pour le personnel, parce qu'en effet le personnel peut éventuellement s'adapter, mais à quel prix et jusqu'à quand, d'une part. Et puis d'autre part aussi une disparité entre les différents services, c'est-à-dire que certains services, j'ai pu avoir cette perception-là, où en effet c'est très tendu pour le personnel, où quand il y a une absence, c'est difficile aussi, parce que même par le système de pool, qui peut, dans certains cas, être cohérent, et dans d'autres cas où différents services complètement différents se retrouvent dans un pool. Et d'autres services où, justement, j'ai remarqué, mais ça reste un avis subjectif, qu'il y avait en effet beaucoup de dépenses, beaucoup de moyens qui n'étaient pas forcément nécessaires, et du coup, ce n'était pas forcément ajusté. Au sein même du centre hospitalier en général, on va dire que ce n'était pas forcément ajusté. Mais c'est un avis subjectif et personnel. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est que j'ai donc fait mon étude sur un terrain qui était intéressant, avec cette partie plutôt ambulatoire. Et là, c'est vrai qu'au niveau des soignants, on voit bien leur adaptation aussi par rapport à l'activité générale du service. Elle le disait bien dans les entretiens, finalement, on sait l'ambulatoire, voilà. Il faut que les prises en charge s'enchaînent assez rapidement pour les passages au bloc, etc. Alors que sur la partie médecine gériatrique, où elles intervenaient aussi, elles savaient que c'était plus le temps long, finalement, d'hospitalisation qui pouvait les aider dans cette relation de soins. Oui. Merci Yann de votre présentation. Je trouve que ça ouvre la porte à la recherche dans un champ où on ne le verrait pas forcément. J'attire votre attention par exemple sur le fait que l'hôpital public est
beaucoup investi depuis quelques années autour de la question de la performance. Hein, c'est un mot, c'est très mode de parler de performance. Hein. Mais on ne peut pas nier la nécessité quand même, dans une économie contrainte, que des établissements de santé publics aient une forme de performance. Mais qu'est-ce qu'être performant veut dire quand vous voyez que, par exemple, ce qui est le plus difficile pour un établissement de santé, c'est de valoriser le fait de décider de ne pas faire, par exemple. Hein, une action qui n'est pas reconnue comme un acte peut être, au terme d'une délibération de nature éthique, de décider de ne pas faire ce que pourtant on sait faire. Comment valoriser cela ? Ça, c'est, à mon avis, une des questions d'avenir de l'hôpital. De la même manière, alors que l'hôpital va concentrer les complexités, puisque vous savez comme moi que le système de santé va renvoyer au domicile, d'ailleurs, faisant reposer sur les épaules des proches probablement des situations. On transfère les problèmes, si je peux dire les choses comme ça. On va avoir une concentration des situations complexes au sein de l'hôpital public, où, par exemple, la question de la communication avec le principal intéressé, la personne malade, va être assez centrale. Comment on valorise une communication de qualité avec une personne malade ? Aujourd'hui, on ne la valorise pas, donc c'est comme si on le dévalorisait. Après c'est vrai qu'au niveau des soignants, ce qui ressortait aussi sur la partie médecine gériatrique, où il y avait quand même des pathologies très chroniques qui arrivaient régulièrement, c'est ce qu'elles expliquaient. En fait, avec cette durée moyenne de séjour contrainte, elles renvoyaient souvent, les patients étaient souvent renvoyés trop tôt au domicile, et ça faisait souvent l'objet d'un retour d'hospitalisation à quelques jours après le retour à domicile, et c'est vrai que ça leur posait quand même des questions aux équipes soignantes. Est-ce que dans votre étude, vous n'avez pas eu le sentiment que finalement les soignants qui supportaient le mieux la logique comptable étaient ceux qui, de par la nature du travail dans le service, étaient ceux qui avaient le moins besoin d'investir la relation à l'autre ? C'est-à-dire que, est-ce que finalement, plus on a à investir la relation, et moins la logique comptable est possible ? Alors effectivement, pour certains des soignants, en particulier c'était plutôt des infirmières que j'ai interrogées, effectivement j'ai un peu ressenti ça, mais j'ai pas trop plus creusé que ça, mais effectivement je sentais une partie de l'équipe attirée plus soit par l'ambulatoire, soit par le relationnel. Et effectivement, quand c'était une attirance pour le relationnel, ressortait dans ma dernière question que je leur posais, souvent une situation en lien avec une prise en charge palliative. On voit bien que voilà, il y avait une tendance quand même à favoriser ce relationnel sur la fin de vie. Et on sentait, voilà, peut-être effectivement, alors je dirais peut-être pas une catégorisation des soignants, mais plutôt une orientation professionnelle plus précise. Dans votre conclusion aussi, vous abordiez un aspect très intéressant, c'est-à-dire qu'on pense le soin comme étant ce qui permet, le soin au sens du care, comme étant ce qui permet un sentiment de continuité d'exister chez le patient. Et ce que je trouvais très intéressant dans votre conclusion, c'est que, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte en le nommant comme ça, mais c'est que, en fait, vous êtes en train de dire que aussi le bon soin, c'est celui qui permet au soignant de maintenir son propre sentiment de continuité d'exister. Quand vous ne l'avez pas dit comme ça, vous l'avez dit en parlant de... Vous avez parlé de valorisation de la part, du travail de la part des cadres hiérarchiques, mais aussi des usagers. Et c'est une dimension probablement éthique qu'on sous-estime en termes de ce qu'on appelle le risque psychosocial. Oui, alors c'est vrai que du coup, avec mon directeur de mémoire, Monsieur Marchal, on s'est interrogé, parce que c'est vrai que moi, dans mon cursus professionnel, j'ai commencé comme aide-soignante, et en fait, moi, j'ai réussi à distinguer quand même deux types de soins. Et ce soin approprié, je dirais, on l'a appelé aussi soin vécu avec mon directeur de mémoire. Et c'est vrai que c'est ce qu'on pourrait considérer le juste soin,
vraiment une valeur très, très importante et très, je dirais, connotée avec le rôle propre du soignant. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai que ce qui ressort dans le questionnaire et les réponses, surtout des soignantes, c'est effectivement quand la famille ou quand le patient, à la sortie d'hospitalisation, ou malheureusement la famille, quand il y a eu décès, et qu'il y a une reconnaissance de ce travail-là, c'est très valorisant pour eux. Dernière chance. Moi, j'avais une question. Pour revenir sur la relation de soins, en fait, je me demandais, par rapport à la logique de rentabilité et au développement de l'ambulatoire, comment les soignants font pour vraiment instaurer une relation de soins quand on voit une personne qu'une demi-journée ou une journée. Est-ce qu'il y a vraiment... Enfin, voilà, quel est le sens de cette relation de soins et comment font-ils? Il est vrai que pour elle, c'est très, très complexe du fait du temps très, très, très restreint. Et instaurer aussi cette relation de confiance qu'on doit avoir aussi avec nos patients, c'est très compliqué. Après, ça se fait effectivement au travers de certains petits gestes. Elle l'expliquait bien. Effectivement, arriver... ça paraît peut-être tout bête, hein, mais avec le sourire dans une chambre, pour le patient, il y a déjà un gros travail de fait, en fait, pour établir cette relation de confiance. En fait, c'est juste une petite remarque. Étant infirmière d'un service de médecine semblable à ça, je ne pense pas qu'on puisse catégoriser, parce qu'on est soignant et on s'adapte aux contraintes. Et du coup, c'est aussi des stratégies d'adaptation. Hein, et la relation de soins, pour moi, elle n'est pas forcément dépendante du temps et de la durée d'hospitalisation. C'est l'intention qu'on y met, que ce soit une demi-journée, une journée, 15 jours. Voilà. Donc, je ne veux pas qu'on nous catégorise, en fait. C'est un sujet de recherche, du coup, là, si quelqu'un a envie de creuser la question. Et on vous retrouve l'année prochaine. Merci. Alors, dernière présentation de la matinée, avant le petit point actualité de la recherche que nous fera Élodie Cretin, et l'avis de naissance de la plateforme de recherche sur la fin de vie. Donc, dernière présentation de projet de recherche. Je suis très content d'accueillir aussi donc Magali Genet, qui est doctorante en psychologie au laboratoire de psychologie de l'Université de Franche-Comté. Et alors, elle, on est sur je disais tout à l'heure que dans la recherche en éthique, dans le champ de la santé, il y a tout ce travail autour des déterminants décisionnels dans les dilemmes éthiques, tout ce contexte décisionnel qu'il faut un petit peu clarifier. Et Magali travaille sur la relation de soins et la maladie chronique, et particulièrement sur le rôle de l'ajustement relationnel sur la qualité de vie des protagonistes. Je lui laisse la parole tout de suite. Est-ce que tu veux prendre ma place pour avoir l'ordinateur ? Bonjour à tous, merci pour votre présence et merci Armand pour m'avoir invité à participer à cette journée d'études. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui une des recherches qui porte sur mon doctorat sur la relation de soins et la maladie chronique, donc le rôle de l'ajustement relationnel soignant et soigné sur la qualité de vie des protagonistes. En premier lieu, je vais vous présenter un petit peu le cadre théorique, donc l'importance de l'adéquation soignant-soigné, de la collaboration entre le patient et la personne qui la prend en charge. Ensuite, je vous parlerai du concept de l'ajustement relationnel. Je vous présenterai ensuite ma problématique et mes hypothèses, avant de passer aux méthodes, donc la création de l'échelle sur l'ajustement relationnel, le protocole que nous avons utilisé dans le cadre de cette recherche, et ensuite pour vous montrer les résultats, donc déjà les qualités psychométriques de cette échelle, et ensuite les résultats côté patient, la qualité de vie, et l'impact sur la qualité de vie professionnelle des soignants, avant de parler un petit peu des limites et des perspectives de cette étude.
Alors, on va déjà commencer par le cadre théorique. Donc, l'adéquation soignant-soigné, dans le cadre de soins chroniques, peut avoir un impact sur le patient, notamment sa satisfaction. Donc, une étude d'Aurora en 2003 a montré qu'une communication centrée sur le patient permettait d'augmenter sa satisfaction. Elle est également un lien sur l'adhésion médicale, c'est-à-dire est-ce que le patient va suivre ou non son traitement, est-ce qu'il va se présenter ou non aux rendez-vous médicaux. Donc on voit ici que le type de communication, le fait de répondre à tous les besoins que le patient a énoncés et la qualité de la collaboration, dans la dernière étude, a un lien sur l'intention d'adhérer ou non au traitement. On a également une étude du BAR qui montre que le degré de participation désiré dans le choix du traitement va faire baisser l'anxiété du patient. Et inversement, si le patient n'a pas eu le rôle qu'il désirait dans le choix du traitement, donc ça peut être passif, actif, collaboratif, il peut être plus ou moins sujet à l'anxiété. On a également une étude de Trevino qui montre le lien entre la collaboration soignant-soigné et la baisse des idées suicidaires. Et toujours dans le cadre de la qualité de vie, on a une revue de littérature de Stewart en 1995 qui montre que la communication soignant-soigné peut baisser les symptômes, peut permettre au patient de contrôler sa douleur. Et enfin, une dernière étude de Debate en 2009 qui a montré qu'une bonne collaboration soignant-soigné permettait d'accélérer le processus de guérison. Mais également, la collaboration soignant-soigné peut avoir un impact sur la qualité de vie professionnelle du soignant. Déjà, sa satisfaction. Donc, une étude de Krupat et collègues en 1999 a montré qu'une communication orientée sur le patient permettait aussi d'augmenter la satisfaction du soignant. Il avait l'impression que la consultation était complète, qu'il avait répondu à tous les besoins de la personne qui prenait en charge. Donc, les médecins généralistes étaient satisfaits. On a également plusieurs études qui montrent l'importance collaboration soignant-soigné et burn-out. Donc, l'étude de Vaniperen, Bunk et Schofield en 1992 montre qu'une faible orientation communautaire, plus que le sentiment d'être la seule personne à s'investir dans la relation, va avoir un impact sur le burn-out. De même, l'étude de Truchot et Travado montre que l'orientation, toujours communautaire, ou l'orientation médicale, donc le fait de considérer la maladie sous un angle de vue un peu plus biologique, peut encourager les soignants à souffrir du burn-out. Et on a également remarqué que la formation pouvait modérer l'épuisement professionnel. Donc pour ça, je vais vous citer deux études. L'étude de Kieman et autres qui montre que les médecins généralistes qui avaient rejoint un groupe Balint étaient moins sujets au burn-out, de par le fait d'échanger avec les collègues, de par le fait d'avoir des conseils. Ils étaient mieux formés, mieux préparés à faire face aux difficultés lors des consultations. Et on a une autre étude de Martenson avec des infirmières qui travaillent dans les services d'oncologie qui montre que les infirmières qui étaient habituées, qui étaient expérimentées à prendre en charge des patients souffrant du cancer étaient plus à même d'être protégées de l'épuisement professionnel. Donc voilà, la formation des soignants peut les protéger du burn-out. Donc au niveau des études, dans le cas théorique, on voit que la collaboration soignant-soigné suscite de l'intérêt dans la communauté scientifique, sauf qu'on est face à une approche théorique éclatée. On utilise divers concepts qui vont décrire l'ajustement soignant-soigné. On va avoir l'alliance de travail, on va noter la médecine centrée sur le patient, l'orientation médicale, la concordance dyadique, etc. Et beaucoup de mots-clés seront utilisés pour décrire un peu cette adéquation. On va avoir la concordance, la congruence, l'agrément. En anglais, on va avoir fit, match, etc. Mais on n'a pas de consensus quant à la théorisation complète de l'ajustement soignant-soigné, ni quant à sa mesure. On n'a pas d'échelles qui ont été créées et validées psychométriquement pour la mesurer. Donc, ça nous a amené à développer le concept d'ajustement relationnel qui permettrait d'englober complètement cette idée, ainsi qu'une échelle de mesure dérivée qui soit validée. Donc, pour ce faire, on s'est basé sur l'adéquation personne-environnement, qui a notamment été décrite par Christophe Braun, Zimmerman et Johnson en 2005. Donc, c'est l'adéquation entre les caractéristiques de l'individu, ses besoins, ses valeurs, ses compétences, etc., et les caractéristiques de l'environnement, telles que les récompenses, les demandes et les valeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé en psychologie sociale et qu'on va essayer d'adapter dans le cadre de la relation soignant-soigné. Donc, l'adéquation personne-environnement a deux critères distincts. On a le critère par similitude, c'est-à-dire que la personne et l'environnement ont des attitudes similaires
sur un point spécifique. Donc ici, dans le cas de la relation soignée, ça par exemple, quelle attitude a le médecin et le patient face au rôle du patient dans le choix du traitement? Est-ce qu'il devrait participer ou est-ce qu'il devrait laisser le médecin prendre la décision dans sa totalité? Le deuxième critère, c'est le critère de complémentarité. Donc c'est la concordance entre les besoins de l'autre et les réponses que l'autre lui fournit dans le but d'y répondre. Donc par exemple, la complémentarité par rapport au patient, ça serait tout simplement que le soignant prenne le temps de s'occuper de lui, qu'il lui pose toutes les questions qu'il faille et qu'il s'arrange pour que tous les besoins du patient soient remplis. Et la complémentarité vis-à-vis du soignant, ça serait, on pourrait penser par exemple que le patient essaye d'avoir une attitude qui lui permette de faciliter le fait de donner des soins. Et je pense également le fait que les institutions puissent avoir suffisamment de personnel pour que le personnel soignant puisse prendre le temps de s'occuper de tous les patients. Je prends un cas concret, par exemple, si on a une aide-soignante pour 14 patients, elle ne pourra pas prendre le temps de s'occuper d'eux. Il faudra faire au plus vite. Et également adéquation personne-environnement à 2 degrés de mesure. Le degré de mesure objectif, c'est-à-dire qu'on compare les perceptions distinctes de 2 entités. Donc par exemple ici, dans le cas de l'adéquation de la relation soignée, le degré de mesure objectif, on prendrait par exemple, toujours dans le choix dans le rôle du patient, dans le choix du traitement, on prendrait l'avis du médecin généraliste, qu'est-ce qu'il en pense, et l'avis du patient, comment lui, quel rôle voudrait-il avoir. Et enfin, le dernier degré de mesure, c'est le degré de mesure subjectif, c'est en gros la perception globale d'ajustement. Par exemple, on demande à un patient, est-ce que vous et votre médecin, vous pensez être sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous pensez partager des valeurs similaires? Ou on se base également sur la représentation mentale de l'autre. Donc ici, on recueille l'avis d'une entité. Par exemple, pour le patient, il pourrait dire je pense qu'avec mon médecin, on est sur la même longueur d'onde, et sur le choix du traitement, moi, j'aurais voulu avoir un rôle un peu actif, et j'ai eu un rôle actif ou non. Ça, c'est le degré de mesure subjectif. Donc ensuite, la définition de l'ajustement relationnel, donc concept que nous avons créé pour ceci, il se définit en premier lieu comme un processus où on a une perception simultanée du patient et du soignant des caractéristiques de l'autre et du contexte dans lequel se déroule la relation. Suite à cette perception des caractéristiques, il va y avoir une coévaluation du degré de concordance réciproque. Et enfin, on va avoir une production mutuelle de réponses adaptées pour promouvoir à la fois la qualité et l'efficacité de la relation, afin de répondre à la fois aux besoins du patient et du professionnel de santé. Ce processus ensuite devient un état quand on a à la fois un partage mutuel des attitudes et des perceptions sur les sujets généraux. Donc ça, c'est l'ajustement par similitude, à quel point nous avons des valeurs similaires, à quel point nous pensons les choses de la même manière. Et ensuite, une adoption mutuelle de comportements qui permettent de répondre aux besoins et aux attentes de chacun. Donc l'ajustement par complémentarité. Il y a donc trois dimensions que je vous ai un petit peu abordées dans les slides précédentes. L'ajustement par similitude, donc le degré avec lequel, à un moment donné, le patient et le soignant ont des préférences et attentes similaires concernant leur relation. L'ajustement par complémentarité pour le patient, le degré avec lequel le soignant adopte des comportements répondant adéquatement aux besoins du patient. Et la dernière dimension, c'est l'ajustement par complémentarité pour le soignant, donc le degré avec lequel le patient adopte des comportements qui vont répondre adéquatement aux besoins du soignant. Donc une problématique, c'était quel impact a l'ajustement relationnel sur la qualité de vie des patients et aussi des soignants. Donc on a 5 hypothèses pour le patient. Donc si le patient perçoit un ajustement harmonieux entre lui et le soignant, donc conception similaire et le fait d'avoir des réponses à ses besoins, alors première hypothèse, il verra sa qualité de vie mentale augmenter. Deuxième hypothèse, il percevra une meilleure évaluation de lui-même. Troisième hypothèse, il sera moins sujet à l'anxiété. Quatrième hypothèse, il sera moins sujet à la dépression. Et cinquième et dernière hypothèse, il sera plus satisfait des soins reçus. Donc là, on a fait l'hypothèse d'une médiation partielle de la satisfaction sur l'ajustement. Et enfin, quel impact a l'ajustement relationnel sur la qualité de vie des professionnels de santé? Donc on a également ici 5 hypothèses pour le soignant. S'il perçoit un ajustement harmonieux entre lui et le patient, alors il sera moins heurté par les stresseurs professionnels qu'il rencontre dans son institution.
il sera moins atteint d'épuisement professionnel, il aura moins l'intention de quitter son organisation, voire sa profession. Et enfin, on a pensé que l'ajustement relationnel médiatisait au moins partiellement la relation stresseur-burnout et la relation stresseur et intention de carrière. Donc, en premier lieu, nous avons déjà créé l'échelle d'ajustement relationnel général perçu, qu'on a appelé l'ARGP. Donc, elle est constituée de 12 items, 4 items pour les 3 dimensions que je vous ai décrites tout à l'heure. Donc, pour l'ajustement par similitude, on a 4 items. Je vous ai mis un exemple. En général, par rapport à ce qui est important et prioritaire, mes patients et moi ne pensons pas de la même manière ou pensons de la même manière. Donc, nos 12 items sont décrits sur une échelle de Likert à 5 points, qui va de 1 point, pas du tout, ou alors complique fortement, et à 5, nous avons les mêmes idées, ou mon travail n'est pas facilité. Je vous lis également les 2 derniers items. Donc, l'ajustement par complémentarité côté soignant, un exemple des 4 items. En moyenne, les manières d'être et les comportements des patients compliquent fortement mon travail ou facilitent fortement mon travail. Et l'ajustement par complémentarité patient, la plupart du temps, ce que j'attends des soignants ou leur demande de faire ne correspond pas du tout à ce qu'ils souhaitent et peuvent faire ou correspond à ce qu'ils souhaitent et peuvent faire. Donc ces 12 items ont été créés sur les bases théoriques d'un ajustement relationnel. On s'est basé sur cette définition en 3 dimensions et ces 12 items vont ensuite mesurer un facteur d'ajustement global. On va passer maintenant au protocole. Donc pour ça, nous avons interrogé une quinzaine d'associations de professionnels de santé et de patients donc, qui souffrent d'un problème de santé ou d'une maladie chronique, donc avec qui ils ont une relation plutôt soutenue avec leurs professionnels de santé, quel qu'il soit. Donc du côté patient, on leur a fait passer l'échelle d'ajustement relationnel global perçu. Pour la qualité de vie, on leur a fait passer l'échelle de SF12. On leur a fait passer l'échelle de d'HADS pour les troubles anxieux et dépressifs. La PSQ3 a permis ensuite de mesurer la satisfaction envers les soins qu'ils ont reçus. Ils ont ensuite rempli la SSQ6 qui permettait de mesurer le soutien social qui était perçu, une échelle d'évaluation fondamentale de soi, et enfin quelques renseignements généraux comme leur âge, leur genre, leur emploi ou encore leur expérience avec la maladie. Du côté des soignants, ils ont passé également l'échelle d'ajustement relationnel, ils ont passé une échelle de stresseur professionnel, la Master Burnout Inventory côté professionnel de santé pour le burnout, enfin une échelle d'intention de carrière et quelques renseignements généraux, leur âge, leur genre, leur spécialité, leur lieu de travail, etc. Du côté des analyses, on a fait avant tout des analyses descriptives afin d'avoir quelques descriptions de notre échantillon. On a vérifié les coefficients de corrélation entre les scores de chaque échelle. Pour les patients, on a fait des analyses de médiation et pour les soignés, des analyses multiniveaux. Alors, concernant les résultats de l'échelle de mesure, sans rentrer dans les détails, donc on peut voir ici qu'on a des alphas de Krombacher qui sont élevés, donc c'est-à-dire qu'on a 3 dimensions qui sont corrélées entre elles et qui sont solides. Du coup, les qualités psychométriques de l'échelle sont satisfaisantes et on peut l'utiliser dans les futures études. Ensuite, les résultats côté patients. Donc, on a eu 229 patients qui ont accepté de répondre à notre étude. Donc, une moyenne d'âge d'à peu près 56 ans. La plupart des patients étaient des femmes, 175. Ils vivaient également avec quelqu'un, un conjoint, un enfant. La majorité des patients avaient un diplôme de bac plus 5, voire plus, 68. Pour la situation à l'emploi, nous avions une majorité de patients qui étaient retraités, donc 101 patients sur 229. Par rapport à leur expérience de la maladie, donc ces patients avaient un problème médical depuis en moyenne 16 ans, avec un écart type donc de 12 ans, donc vraiment une très grande étendue. La plupart des patients qui ont répondu souffraient de polyarthrite rhumatoïde, donc 139 patients. Et quant au traitement reçu, donc ils avaient plusieurs choix, la grande plupart des patients, 193 sur 229, ont reçu une prise orale de médicaments ou des injections intraveineuses ou musculaires. Hop. Donc ici, on peut voir dans la première colonne les moyennes, la deuxième les écarts types, les alphas de Krombacher et ensuite les corrélations. Donc on peut voir au niveau moyenne qu'on a des taux d'ajustement relationnel, donc peu importe la dimension de satisfaction et de soutien social perçu qui sont satisfaisants.
On a des scores cependant qui sont assez moyens quant aux échelles de qualité de vie, qu'elles soient physiques ou mentales. Et on voit également que dans le soutien social perçu, on a un écart type qui est assez élevé. Donc, visiblement, certains patients n'auraient pas le soutien social qu'ils aimeraient avoir. On peut aussi voir en termes de coefficient de corrélation que l'ajustement relationnel est corrélé avec la qualité de vie mentale, la satisfaction, l'anxiété, la dépression et l'évaluation de soi. C'est-à-dire que s'ils perçoivent un ajustement harmonieux, ils auront leur qualité de vie mentale augmentée, ils seront plus satisfaits envers les soins reçus, ils seront moins anxieux, moins dépressifs et ils auront une meilleure évaluation de soi. Donc, ce qui confirme déjà nos premières hypothèses. Ensuite, par rapport aux analyses de médiation. Donc on peut voir que, en premier lieu, l'ajustement relationnel est directement lié avec la satisfaction des soins et ensuite la qualité de vie mentale. C'est-à-dire qu'ici, la satisfaction médiatise la relation ajustement-qualité de vie mentale. En d'autres termes, plus les patients perçoivent un ajustement harmonieux entre eux et les soignants, plus ils seront satisfaits et cette satisfaction va impacter directement leur qualité mentale. Quant à l'anxiété, ici on a un effet indirect de l'ajustement sur l'anxiété, mais qui n'est pas lié à la satisfaction. On cherche encore la variable avec laquelle elle est liée. Et quant à la dépression, il n'y a pas de lien indirect, c'est-à-dire qu'ici la satisfaction n'est pas liée au taux de dépression, mais est liée directement à l'ajustement relationnel. Donc un ajustement harmonieux impacte directement le taux de dépression des patients. On va ensuite passer aux résultats côté soignant. Donc ici, on a 240 soignants qui ont accepté de répondre à cette étude. Leur âge moyen est d'environ 45 ans. La plupart des soignants sont des femmes qui vivent avec quelqu'un. Donc on a une grande majorité de soignants qui sont ici indépendants ou à leur compte, 150 sur 240. Ils ont une ancienneté d'à peu près 20 ans. Donc le plus haut diplôme obtenu est le diplôme de doctorat. Donc on a visiblement interrogé beaucoup de médecins. Et la profession qui a le plus répondu, c'est les chirurgiens dentistes, suivant ensuite des infirmiers diplômés d'État et des médecins. Donc là, au niveau des analyses descriptives, on peut voir un taux d'ajustement plutôt harmonieux entre eux et les soignés, peu importe la dimension. On voit qu'ils ont envie de rester dans leur profession et dans leur institution. Niveau intention de carrière, ils ont envie de continuer à faire ce qu'ils veulent. On voit un taux d'épuisement émotionnel qui est plutôt moyen, un taux de dépersonnalisation qui est plutôt bas. Par contre, le stress organisationnel éprouvé est moyen. C'est-à-dire que dans leur institution, il y a beaucoup de stresseurs qui vont impacter leur profession, leur façon de faire. Concernant les coefficients de corrélation, on peut voir que l'ajustement relationnel est corrélé avec les intentions de carrière, le burn-out et le stress professionnel. Donc, c'est-à-dire que si les soignants perçoivent un ajustement harmonieux entre eux et les patients, ils auront moins envie de quitter leur profession ou leur institution, ils seront moins sujets à l'épuisement professionnel et ils seront moins impactés par leurs stresseurs professionnels. Ensuite, on a fait des analyses de médiation multiniveau. Bon, je ne partirai pas dans les détails ici, ce n'est pas le but. En très gros, on a fait des analyses de médiation multiniveau car comme on a un échantillon qui est très hétérogène, on a remarqué également que les réponses des chirurgiens dentistes différaient grandement des autres professions. Donc on a cherché à savoir si les résultats qu'on allait obtenir par la suite venaient bien des différences interindividuelles et non pas de la spécialité des soignants. D'où le fait d'avoir des analyses de médiation multiniveau. Je ne partirai pas dans les détails, on va partir tout de suite aux résultats. Donc ici, vous pouvez voir dans les traits verts l'effet des variables individuelles et dans les traits gris bleutés l'effet des variables agrégées, donc qui sont liées à la profession. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que seules les différences interindividuelles et non liées à la spécialité sont significatives. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que les stresseurs vont impacter l'ajustement de manière un peu négative, que cet ajustement va venir impacter le burn-out, c'est-à-dire que plus on perçoit un ajustement harmonieux, moins on sera sujet au burn-out, et que le burn-out va venir impacter les intentions de carrière. On peut également voir que l'ajustement n'a pas de lien avec les intentions ni les stresseurs.
On va continuer les analyses de médiation multiniveau. Donc ici, on voit également que les effets médiateurs au niveau individuel et non agrégés liés à la profession sont également corroborés. C'est-à-dire qu'on a un effet indirect significatif des stresseurs sur leur burn-out via l'ajustement. Donc l'ajustement va gérer les stresseurs qui vont ensuite impacter le burn-out. Et dans le deuxième tableau, on a un effet indirect de l'ajustement sur l'intention de carrière via le burn-out. Donc l'ajustement va agir sur le burn-out, qui va ensuite agir sur les intentions de carrière. Donc on va passer maintenant à la discussion. Donc, on a vu que l'ajustement relationnel était un indicateur plutôt pertinent de la qualité de vie, aussi bien côté patient que côté soignant. Au niveau des limites, on a remarqué la principale limite de cette étude, c'est qu'on est face à 2 échantillons très hétérogènes, donc des patients qui ont plein de problèmes chroniques, des soignants de différentes spécialités. Donc il faudrait essayer dans les futures études d'avoir des groupes un peu plus homogènes. En termes de perspective d'études, on aimerait voir du côté des patients à long terme quel effet a l'ajustement sur la qualité de vie physique. Donc il faudrait pour cela faire une étude longitudinale. On aimerait également inclure des dyades soignants-soignés pour voir s'ils perçoivent la même chose dans leur consultation. Et ensuite vérifier quelles seraient les conséquences de l'attente envers la relation soignée sur l'ajustement relationnel, c'est-à-dire quelle représentation on a de la relation soignant-soigné et quel impact ça peut avoir sur l'ajustement relationnel. Voilà, ma présentation est terminée. Je tiens à vous remercier pour votre écoute et je tiens également à remercier toutes les associations que vous pouvez voir affichées à l'écran qui ont accepté de répondre à ma requête et qui ont permis à cette étude d'être réalisée. Je vous remercie. Merci beaucoup Magali. Je repensais en t'écoutant à un sujet qu'on avait abordé dans les soutenances du DIU éthique et vulnérabilité la semaine dernière concernant les situations de refus ou d'opposition aux soins. Dans l'exemple qui nous était donné, c'est une situation qui s'était quand même un petit peu détendue dès lors qu'on avait retrouvé des conditions relationnelles qui étaient un peu plus idéales ou des conditions de communication soignant-soigné qui étaient un peu plus optimales. Donc ce travail sur l'ajustement relationnel, je trouve que ce serait intéressant de le mettre en perspective des problématiques qu'on a autour de l'opposition et du refus aux soins, parce qu'on les pose souvent en termes d'opposition entre bienfaisance ou autonomie, mais la question de la relation, le principe de relation n'est pas forcément beaucoup mis au premier plan. Et donc quand on parlait de la façon dont il y a tout un tas de la recherche autour du contexte décisionnel ou des déterminants décisionnels qui peut venir permettre de mieux appréhender les dilemmes éthiques, je trouve que ta recherche sur l'ajustement relationnel, c'est un bon exemple par rapport à ces questions d'opposition ou de refus, je crois. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Je trouve très intéressant qu'on puisse mettre en valeur une échelle des relations, enfin de l'ajustement relationnel, surtout qu'en général on a plutôt d'échelles sur des soins techniques et on a du mal à avoir des apports dans ce domaine-là. Ce qui m'interroge, j'ai un peu du mal à comprendre si cette échelle-là évalue la relation dans l'instant T, c'est-à-dire dans le présent même, où elle implique la notion du temps et de l'ajustement relationnel dans le temps avec elle. Parce que c'est pas la même chose d'avoir justement ce qu'on avait vu tout à l'heure, une très bonne relation ponctuelle pour un soin ambulatoire, et une très bonne relation qui peut être dans l'instant T pas si idéale que ça, mais qui se révèle dans la chronicité ou postérieurement très efficace. Voilà, c'est ma question. Effectivement, c'est une question très intéressante. Donc ici, c'est une échelle d'ajustement relationnel globale, c'est-à-dire qu'elle ne se fixe pas sur un temps T, mais elle se fixe sur la perception générale de la relation soignant-soigné. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, comme vous dites, de la faire passer à différentes étapes, après plusieurs consultations, et de vérifier si dans cette consultation, effectivement, il y a eu un ajustement, et dans la prochaine, il n'y en a pas. Effectivement, ça pourrait être intéressant de faire ça. Élodie, Si ça fonctionne, ouais. J'avais des petites questions d'ordre méthodologique et vraiment pour mon information à moi, parce que je trouve ça intéressant de voir justement des recherches où vous cherchez à créer des échelles et à les valider. Du coup, évidemment, en vous écoutant, je me suis posé la question de l'échantillon et de l'échantillonnage qui était vraiment hétérogène, donc qui intègre un biais, et du coup, vous l'avez bien expliqué. Du coup, ma question, c'était de savoir comment ça se passe en psychologie sociale, justement, pour valider des échelles.
C'est-à-dire que suite à vos analyses multivariées, vous avez sorti les dentistes, en gros, si je comprends bien. Vous n'avez pas forcément sorti, mais vous avez vu que ça marchait toujours, même si on regardait en fonction des proportions en fait, des types de professions représentées. Du coup, est-ce que l'étude que vous avez faite est suffisamment puissante en termes statistiques pour valider cette échelle et qu'elle soit utilisée ensuite ailleurs? Voilà, donc c'est la première question pour savoir comment ça se passe pour le processus de validation d'une échelle. Et puis aussi, je me posais une question qui rejoint un petit peu celle d'avant, et puis des questions qu'on se pose aussi, nous, dans les recherches qu'on peut mener sur les relations soignants-soignés, c'est-à-dire que, certes, il y a des relations... On peut interroger les gens sur des relations ponctuelles ou plus à long terme, mais aussi en parlant d'une relation à un patient en particulier ou de manière générale. Et là, je trouve effectivement, c'est une question très compliquée d'un point de vue méthodologique pour savoir comment aborder ça, parce que soit on cherche à faire des diades soignants-patients, comme vous l'avez dit, mais ça c'est super compliqué aussi, on en a des exemples. Et quand on parle que de manière générale, et c'est ce qui me semble que vous avez fait dans votre échelle, en disant de façon générale, est-ce que ça se passe bien avec mon patient ? Du coup, on a un résultat peut-être de l'ordre d'une généralité qui n'est pas forcément représentative, soit du temps, soit du caractère personnel d'une relation. Et puis, dernière petite question, est-ce que vous faites, et si oui, comment, un retour aux enquêtés, c'est-à-dire les personnes que vous avez interrogées effectivement, je trouve ça vraiment très très bien qu'il y ait toutes ces personnes qui sont impliquées. Du coup, comment est-ce que vous leur présentez vos résultats ? Alors, je réponds à la première question. Donc, en termes de validation, ce qui est le principal facteur de validation d'une échelle, c'est la taille de l'échantillon. Donc, il faut à peu près, alors ça dépend des études, mais il faut entre 3 voire 10 personnes par nombre d'items. Donc ici, comme on avait 12 items, donc on avait largement plus de 120 répondants. Donc déjà, ça permettait ensuite de faire la validation. Donc ensuite, on avait fait des analyses, ce qu'on appelle des analyses factorielles exploratoires, donc qui donc vérifiaient la pertinence des 3 facteurs. Donc en vérifiant après les différents indices, on confirmait la présence de 3 facteurs, donc les 3 dimensions, ajustement par similitude, complémentarité patient et complémentarité soignant. Et ensuite, ce qui permet de définitivement confirmer si l'échelle est valide psychométriquement ou non. Je me permets de revenir à cette diapositive. Donc c'est ce qu'on appelle les analyses factorielles confirmatoires. Donc ici, ce que vous pouvez voir, le petit DF ici, il doit être entre 2 et 4. Le CFI doit être minimum à 0,90. Donc là, il est à 0,94, c'est OK. Hop là. Le SRMR doit être inférieur à 0,08. Donc là, il y a 0,61, c'est OK. Et le RMSEA, il doit être également inférieur à 0,8. Donc là, tous les indices concordent. Donc là, cette fois-ci, on vérifie en dernier lieu les alphas de Cronbach pour vérifier si les 4 items de chaque dimension sont corrélés entre eux, et donc mesure bien cette dimension et non pas une autre dimension ou un facteur global qui mesure un peu tout ou rien. Et donc là, ça permet de confirmer que cette échelle est valide. Donc sachant qu'à partir de janvier, je vais rédiger une publication qui part justement de la création totale et de la validation de cette échelle. Donc, si vous voulez, je pourrais vous envoyer le texte. Alors, pour répondre ensuite à la deuxième question, donc l'idée, effectivement, la mesure a été faite pour avoir un ajustement général. Pourquoi général ? Parce qu'on s'est dit que ça serait un peu difficile de se baser sur une seule consultation, la dernière, parce que peut-être que cette dernière consultation n'est pas représentative de toutes les consultations qu'il y a entre soignants et soignés. Et ensuite, on a décidé qu'elle soit générale parce qu'en fait, les patients que nous interrogeons n'étaient pas pris en soin par les professionnels de santé que nous interrogions. C'est pour ça qu'on a décidé d'avoir le point de vue le plus général possible pour cette première étude. Mais par la suite, c'est vrai que, comme dit dans la discussion, nous aimerions inclure des diades soignants-soignés et ensuite faire des mesures à différents tentés pour voir à quelle consultation il y a de l'ajustement et voir qu'est-ce qu'ils pensent exactement des mêmes sujets, vu que cette fois-ci, ce seront les professionnels de santé qui prendront en charge les mêmes soignants. Donc ça, c'est en cours de réflexion. On a envoyé le protocole. Donc là, je travaille actuellement avec l'hôpital Jean Majot et on travaille sur le projet Qualicare, donc qualité de vie et qualité des soins en cancérologie, donc avec l'unité de méthodologie de qualité de vie en cancérologie, et le protocole devrait être vérifié par le CCP le 5 novembre. Donc là, il y aurait effectivement des dyades entre des oncologues et des patients, et différentes mesures. Donc c'est une étude aussi longitudinale, donc qui espère répondre
au défaut de cette étude-là. Et enfin, troisième question, alors oui, effectivement, on fait un retour aux enquêtés. Je suis actuellement en train de rédiger 2 comptes rendus, donc un côté patient et un côté soignant, que j'enverrai ensuite au président de chaque association pour les remercier, parce que je considère que ce sont aussi les principaux intéressés et que je pense que c'est la moindre des choses de les informer ensuite des résultats de l'étude. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Donc, je suis médecin généraliste, Dr Gaume. Simplement, je voudrais d'abord vous féliciter pour votre étude parce que je trouve que c'est une étude absolument très intéressante. Et là, vous avez évalué plusieurs critères, hein, en particulier le stress, enfin pas le stress, l'anxiété, la dépression, une meilleure évaluation des soins, etc. Est-ce que vous connaissez, ou si vous avez des études, vous avez regardé des études qui avaient un impact, alors on parlait d'économie tout à l'heure, par exemple, sur la diminution des traitements dans les pathologies concernées, par exemple, ou sur la douleur, ou sur d'autres critères, mais qui ont plus de... Bon, vous avez parlé des critères de la qualité de vie, mais dans la qualité de vie, on peut mettre beaucoup de choses aussi. Voilà. Donc, je voulais simplement vous demander si vous aviez connaissance d'études sur l'impact que cet ajustement relationnel pourrait avoir sur la santé propre de la personne, c'est-à-dire la douleur, la diminution des traitements et sur l'impact économique finalement. D'accord. Alors, on n'a pas eu beaucoup d'études sur l'impact économique. C'est quelque chose qui est encore assez peu étudié, qui pourtant est un sujet tout à fait pertinent vu le cadre des soins publics actuels en France. Et en fait, comme l'ajustement relationnel, c'est un concept que nous avons créé dans le cadre de ma thèse. Donc, j'espère par la suite pouvoir faire d'autres études qui permettraient de voir le lien entre l'ajustement relationnel et la diminution de la douleur, etc. Sachant que nous, on s'est concentré avant tout sur la qualité de vie mentale, car on s'est dit que c'était peut-être pas tout à fait pertinent d'évaluer la qualité de vie physique dans ce cas, car c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, c'est-à-dire à force de suivre le traitement, à force d'adapter également le traitement aux patients. Donc on s'est dit là, dans le cadre de cette étude, la qualité de vie physique, ça ne serait pas pertinent de la mesurer. Mais j'espère à long terme pouvoir le faire. Merci. Dernière chance. Dernière chance. Pour terminer, merci Magali. Pour terminer la matinée, alors un petit point un peu différent, on n'est pas sur la présentation d'un projet de recherche, on est à une autre échelle. On accueille Élodie Cretin, que je remercie aussi d'être là avec nous aujourd'hui, qui va nous faire un point d'actualité de la recherche, alors pas exclusivement de la recherche en éthique, mais concernant la création d'une plateforme nationale de recherche sur la fin de vie, si je ne me trompe pas. Tu ne te trompes pas, je vais juste trouver mon diaporama, le voilà. Voilà, je vais être assez brève, effectivement, enfin j'espère. C'est effectivement, comme a dit Armand, un point plutôt d'actualité pour vous faire part de la création et du lancement donc, de cette plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Je remercie Armand Diran et Cécile Cornet de m'avoir invité aujourd'hui, ou en tout cas m'avoir laissé un petit temps à la fin de votre matinée pour vous présenter cette plateforme. Donc la création la création de cette plateforme part d'un constat qui est un petit peu identique à celui qu'Armand vous a présenté ce matin en termes de recherche. Alors cette fois au niveau national, mais au niveau régional, c'est tout à fait transposable. Effectivement, d'un manque de visibilité de la recherche française dans le domaine de la fin de vie. On sait qu'il y a beaucoup de recherche qui se fait, qu'il y a de la recherche de très grande qualité, mais qui malheureusement n'est pas assez visible, que ce soit au plan national ou au plan international. Quand on regarde par exemple la participation des chercheurs français
aux congrès nationaux ou internationaux, quand on regarde les publications des chercheurs français, cette recherche a du mal à se renforcer, à être visible et à être valorisée. Donc, partant de ce constat-là, on sait aussi qu'il y a le constat qui est un petit peu le même, hein, finalement, dire que les chercheurs souffrent aussi d'un manque d'informations sur les collaborations possibles, sur les possibilités de collaboration, sur qui travaille sur quoi, sur quelles sont les thématiques qui sont travaillées actuellement en France, en quoi est-ce qu'elles résonnent ou pas avec les priorités de ce qui peut être travaillé ailleurs en Europe ou à l'international. Et voilà, et c'est surtout lié à une méconnaissance assez simplement, hein, de ce sur quoi travaillent les collègues dans le domaine de la fin de vie. Alors quand on parle aussi juste avant de rentrer dans le détail, quand on parle de recherche sur la fin de vie, on a volontairement nommé cette plateforme de cette manière-là, c'est-à-dire que ce n'est pas une plateforme pour la recherche dans les soins palliatifs ou pour la médecine palliative, mais ça inclut de manière beaucoup plus large tout le champ que peut recouvrir la fin de vie, c'est-à-dire bien évidemment les soins palliatifs et la médecine palliative, mais aussi tout le champ, on va dire, je vais être approximative et caricaturelle, mais on va dire par exemple des sciences humaines et sociales qui s'intéressent à la fin de vie, aux enjeux sociétaux de la manière dont on se représente ou comment est intégré justement à la société les questions de fin de vie. Donc voilà, ça ne se réduit pas au champ de la médecine ou des soins palliatifs, mais au contraire, ça ouvre à toutes les disciplines qui s'intéressent vraiment de près ou de loin à la fin de vie. Et donc on met vraiment l'accent sur cette notion d'interdisciplinarité et d'interface entre toutes les disciplines. Donc face à ce constat, hein, de besoin de renforcement et de rendre visible la recherche française dans ce domaine-là, est né ce projet de plateforme suite à plusieurs années de projets pour créer d'abord un groupement de recherche. Finalement, ça a abouti à ce que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation soutiennent ce projet avec un premier financement et confient l'animation et la création de cette plateforme à l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Et on bénéficie également du soutien de la Fondation de France et du ministère de la Santé. Donc les objectifs généraux, je vais passer assez rapidement, je serai là aussi pour répondre aux questions derrière si c'est trop général. Donc, on se donne vraiment comme objectifs généraux de rassembler les forces de recherche dans le domaine de la fin de vie, donc de constituer des espaces d'échange interdisciplinaires pour optimiser les rapprochements entre chercheurs et cliniciens de différentes disciplines au niveau régional, sans eux, national et international, de faire connaître et reconnaître la recherche sur la fin de vie et d'y intéresser les sociétés savantes, les instituts de recherche et les décideurs politiques. Donc là, c'est vraiment un travail presque entre guillemets de lobbying, hein, pour faire connaître cette recherche-là, la nécessité de mener des recherches dans ce domaine-là et donc aussi d'ouvrir des appels à projets spécifiques sur ces thématiques. Élaborer donc une stratégie scientifique de recherche qui tient compte des spécificités de la médecine palliative et de la fin de vie, notamment d'un point de vue méthodologique, donc hein, vraiment d'avoir de la recherche interdisciplinaire qui méthodologiquement permet de cerner les complexités et les spécificités de la fin de vie. Et enfin, d'ancrer les questionnements issus de la recherche et à l'origine de la recherche dans l'espace public. Donc on a 3 grandes missions, en tout cas nos missions peuvent se décliner sous 3 grands chapeaux, on va dire. Le premier, c'est donc l'animation d'un réseau national de chercheurs. Donc il nous faut identifier les chercheurs, les thématiques, les méthodes, les projets, les stratégies de valorisation et les besoins des chercheurs en France. Favoriser, donc une fois qu'on a identifié les chercheurs et leurs thématiques, ensuite animer ce réseau et favoriser les collaborations, et aussi favoriser l'insertion des jeunes chercheurs, que ce soit des cliniciens ou des chercheurs dans d'autres disciplines, dans les équipes de recherche. Deuxième grande mission, le soutien à la recherche et à la formation. Donc là, c'est faciliter l'accès à la formation des cliniciens et des chercheurs, contribuer à accroître la qualité scientifique des travaux de recherche et accompagner les chercheurs dans l'élaboration de leurs projets. Et puis mettre en place des outils de veille, des publications, des appels à projets, des appels à communication pour des congrès, etc. Et enfin, une mission donc plus d'action stratégique pour le développement et la valorisation de la recherche, donc faire connaître la recherche auprès de la communauté scientifique et du grand public, favoriser l'émergence d'appels à projets spécifiques, c'est ce que je vous ai déjà dit, et d'aider donc à la diffusion des travaux.
de recherche. Donc toutes ces missions se traduisent dans des actions plus spécifiques, mettre en place une banque de données de recherche, donc un annuaire des chercheurs. On voit qu'il y a des similitudes par rapport à ce qui est déjà fait par rapport à la plateforme RESA, mais on peut le transposer là au niveau national. Et on va bien évidemment commencer à le faire au niveau régional, je vous en parlerai après. Donc voilà, un annuaire des chercheurs, un répertoire aussi des projets de recherche. Donc ça pourrait être une façon pour les chercheurs de rendre visibles leurs projets, par exemple avec la possibilité de mettre en ligne sur notre site internet des fiches descriptives de leur projet. Mettre à la disposition des chercheurs un ensemble de ressources, déjà une vigie collaborative, donc pour savoir... Comment dire, ça pourra permettre aux chercheurs de faire des demandes de collaboration en ligne, en gros, ou de déposer des demandes de collaboration, ou des demandes de stage, ou des offres d'emploi. Donc, on servira véritablement là de plateforme pour mettre en lien les gens autour de ces demandes de collaboration, de veille scientifique, pour tenir informés les chercheurs de l'actualité des événements scientifiques, et puis organiser un certain nombre de rencontres scientifiques. Les universités de la recherche, je vais y revenir après, qui sera une rencontre annuelle pour valoriser les recherches en cours et aussi pour nourrir, et c'est très important, une réflexion épistémologique et méthodologique sur ce qu'est la recherche dans le domaine de la fin de vie, sur les méthodes qui sont les nôtres et qui sont celles qui sont pertinentes à construire, mais aussi vraiment de les réfléchir d'une manière critique. Notamment, on va avoir cette année, pendant les universités de la recherche, toute une session consacrée à l'interdisciplinarité, qui est une notion qu'on utilise tout le temps. Et au final, on l'utilise tellement que je ne sais pas si on est tout à fait sûr de savoir ce que recouvre ce terme et qu'est-ce qu'on dit quand on dit qu'on travaille en interdisciplinarité. Au final, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que ce n'est pas simplement une juxtaposition de disciplines et de chercheurs qui travaillent ensemble, mais où il n'y a pas une véritable... comment dire, j'allais dire osmose, mais non, c'est trop fort, mais en tout cas une interaction qui va créer une nouvelle type de méthodologie issue des méthodologies de toutes les disciplines impliquées. Ce serait vraiment ça si on voulait parler d'interdisciplinarité. Enfin bref, on veut aussi réfléchir à tout ça en disant, pour avoir une réflexion critique sur les outils méthodologiques et épistémologiques de la recherche dans la fin de vie. Donc ces universités de la recherche, mais je vais y revenir juste après, des rencontres en région, je vais y revenir aussi après, et enfin des séminaires et des ateliers de méthodologie, où là vraiment ça va être le lieu pour les chercheurs de se rencontrer dans des sessions un peu de mini-formation, où on va leur proposer sur des thématiques ciblées de travailler collectivement. On a organisé par exemple le premier atelier le 18 septembre dernier à Paris au ministère de la recherche pour aider des chercheurs à écrire leurs abstracts pour le prochain congrès de l'Association européenne de soins palliatifs. Parce que finalement, c'est un exercice assez particulier d'écrire un résumé à soumettre à un congrès, qui plus est quand c'est en anglais et quand on n'est pas familier, par exemple, de l'écriture en anglais. Et donc, ça a été, il me semble, très profitable pour les chercheurs qui ont participé à cet atelier de pouvoir... justement avoir de l'aide pour avoir les bons conseils, en gros, pour savoir bien écrire son résumé. Mais on va en organiser d'autres sur le soutien aussi aux stratégies de publication, sur les appels à projets, et puis des séminaires aussi vraiment de méthodologie pour savoir comment trouver les meilleures méthodologies les plus appropriées à la spécificité des sujets qui nous concernent. Je vais peut-être finir du coup là-dessus. Donc les prochaines dates pour la plateforme. Donc, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que là, on est vraiment dans une phase de création, c'est-à-dire que c'est depuis le mois d'avril, en gros, que là, on commence à créer cette plateforme. Donc, par exemple, notre site internet est en construction, donc si vous allez le chercher, il y a beaucoup de chances pour que vous ne le trouviez pas. Mais voilà, il est en phase de construction, ça ne serait tardé. Donc c'est vraiment encore en phase de création. Et les prochaines rencontres, donc les universités de la recherche, à Paris le 25 et 26 octobre prochain, qui seront vraiment là le moment inaugural de la plateforme. Il est encore temps de vous inscrire si ça vous intéresse. Donc sous le patronage de la ministre de la Santé, et qui sera présente si elle est encore ministre la semaine prochaine. Avec une journée, c'est sur 2 jours, une journée scientifique où on présente des travaux de recherche, et une journée
plutôt de fonctionnement, on va dire, sur qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un réseau de recherche ou une plateforme de recherche où on fait venir d'autres personnes qui ont l'expérience de ces animations de réseau pour échanger là-dessus et savoir aussi discuter sur notre propre fonctionnement. Voilà, et le 19 décembre prochain, donc là vous avez l'exclusivité de la date parce qu'on n'a encore pas diffusé l'information, mais on va le faire tout bientôt. Donc une rencontre régionale, un petit peu comme celle de cette journée qui est en train de se passer aujourd'hui, hein, mais voilà, dédiée à la recherche sur la fin de vie en Bourgogne-Franche-Comté. Donc ce sera à Dijon, à la MSH, le matin. Donc ce sera une demi-journée. Voilà, on va passer l'information bientôt, mais qui aura vraiment pour but justement de rassembler les chercheurs qui travaillent dans le domaine dans notre région et de réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait, en tout cas aux thématiques ou aux projets aux thématiques qui pourraient donner lieu à des thématiques émergentes pour des projets qui fédéreraient des chercheurs dans la région. Voilà, on va essayer aussi, c'est pas qu'on va essayer, on va faire avec ma collègue Sophie Opet qui est là-haut, de faire une enquête régionale pour savoir justement quels sont les chercheurs qui travaillent dans le domaine de la fin de vie ou qui potentiellement travaillent dans des domaines de recherche qui pourraient avoir trait justement à la fin de vie, mais dont les personnes n'y pensent pas forcément parce que ce n'est pas leur axe de recherche prioritaire, enfin dominant, mais malgré tout qui pourrait concerner quand même la fin de vie. Donc voilà, on va faire passer cette enquête et pour se retrouver donc le 19 décembre à Dijon. Je m'arrête là, je ne rentre pas dans plus de détails, mais voilà, si vous avez des questions. Et j'ai oublié de dire aussi que cette plateforme est co-présidée par Régis Aubry et par Patrick Baudry, qui est professeur de sociologie à Dijon, qui était d'ailleurs professeur de sociologie ou maître de conférence en sociologie ici avant Besançon. Il est à Bordeaux, pardon, voilà, il est professeur à Bordeaux, mais il était avant à Besançon. Voilà. Merci Elodie. Du coup, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des manifestations en tout genre ? Merci. Moi, j'aurais une question informative, hein, purement informative, parce que tu as parlé de recherche méthodologique, ou d'une méthodologie de la recherche plutôt, sur la fin de vie. Et est-ce qu'il y a alors, sur les questions de fin de vie, une méthodologie propre, spécifique ? Non. Non, il n'y a pas de... Régis, vous complétez hein, s'il y a besoin. Il n'y a pas, évidemment pas une méthodologie parce que ça dépend aussi de ce qu'on cherche. Donc quand on parle de recherche sur la fin de vie, ça peut aller de la recherche sur le médicament, par exemple pour réduire sur des recherches sur la douleur ou sur ce genre de choses, à des recherches sur le vécu des patients, donc de la recherche très qualitative en psychologie, en sociologie, ou de la recherche en philosophie qui, elle, va avoir une méthodologie propre en termes de méthodologie de recherche théorique. Par contre, ce que je voulais dire par là, en termes de réflexion sur les méthodologies, c'est ça, c'est une réflexion sur les méthodologies qui existent et comment est-ce qu'à un moment donné, il y a aussi besoin, en fonction de l'objet qu'on se donne à observer, comment est-ce qu'il y a besoin justement de croiser les regards et d'être à l'interface de plusieurs disciplines et donc de plusieurs méthodologies, et comment est-ce qu'on les fait se rencontrer sans que ce soit juste une somme ou une juxtaposition de méthodologie, mais qu'en gros que le tout soit un peu supérieur à la somme des parties à un moment donné. Et ça, comment ça se passe et comment on arrive à faire ça ? Ou pas, ou comment on n'y arrive pas, je ne sais pas. Mais... Si je peux compléter, je te donne un exemple d'un travail qui, à mon avis, appelle consubstantiellement des collaborations. On est en train de monter un projet de recherche pour comprendre ce qui se passe quand on endort des malades en fin de vie. Ça s'appelle la sédation profonde, que la loi d'ailleurs a institutionnalisé, la loi de 2016, disant d'ailleurs que pour éviter toute souffrance, un malade peut demander à être endormi profondément, à être mis dans le coma, en quelque sorte. Ce qui nous importe, nous, c'est de savoir ce qui se passe quand on met des gens dans ce coma. Alors déjà, c'est extrêmement compliqué à monter comme projet, mais pour analyser alors on va travailler avec des neuroscientifiques qui vont nous dire voilà ce qui s'active dans le cerveau quand on endort les gens. On va travailler avec des psychologues qui vont nous dire voilà comment les gens ressentent ces choses. On va travailler avec des données multiples et variées. Et pour analyser l'ensemble de ces données-là, de notre point de vue, il va falloir être aussi dans la capacité de croiser des regards totalement différents
qu'est-ce que souffrir veut dire. Enfin, à mon avis, puisque c'est de ça qu'il s'agit, celui qui sait ce que la souffrance veut dire n'est pas né. Enfin, en tout cas, je crois qu'il serait dangereux de réduire la souffrance à une dimension qui serait celle de données biomédicales ou encore d'interprétation pure. C'est à la croisée de ces regards-là qu'on arrivera à comprendre ce qui se passe. Donc, alors évidemment, certains types de recherches n'ont pas besoin de l'interdisciplinarité. Ce n'est pas la peine de la mettre forcément à toutes les sources. Mais la majeure partie des questions qui se posent autour de la fin de vie et qui nécessitent la recherche, nécessitent souvent, et c'est ce que disait Élodie, parfois même de co-construire des projets de recherche de manière à ce que d'emblée, les méthodes différentes que nous avons se croisent au niveau de l'objet de la recherche particulier. Et ça, c'est un peu innovant. C'est pour ça que ça nous intéresse aussi. C'est quand le 19 décembre prochain, alors dans notre région, puisque ça on le fait au plan national, mais d'essayer de mettre autour de la table un tas de gens qui se demandent bien ce qu'ils ont à voir avec la question de la fin de vie, alors que la réalité est que ça concerne un maximum de personnes, me semble-t-il. Bon. J'en déduis qu'on peut clore la session de la matinée et aller manger. Je remercie nos 4 intervenantes de ce matin encore une fois.